Bienvenue dans cette vidéo sur le moringa, cet arbre aux multiples vertus que l'on utilise tant pour son aspect nutritionnel que pour ses vertus médicinales. Originaire du sud de l'Inde et du Sri Lanka, c'est un arbre qui s'adapte très bien aux régions sèches grâce à ses racines tubéreuses qui lui permettent de se passer d'eau pendant plusieurs mois. Il apprécie le soleil et la chaleur et il s'est répandu jusqu'en Afrique, en Océanie, en Amérique du Sud, aux Antilles et en Floride. C'est un arbre prolifique qui se multiplie tant par semis que par bouturage. C'est un arbre à croissance très rapide, jusqu'à 1 mètre par mois, ce qui en fait une espèce de choix pour le reboisement, et en plus il est très efficace comme pare-feu, paraît-il. Effectivement, ses feuilles sont très petites et de plus c'est un bois très humide. D'autre part, le tourteau des graines de moringa supprime la plupart des impuretés de l'eau. Les graines de moringa sont riches en polyélectrolytes cationiques qui permettent le traitement primaire de l'eau. Elles contiennent des protéines actives permettant l'élimination de la turbidité et donc la flocculation, c'est-à-dire l'agglomération des impuretés dans l'eau. Donc non seulement le moringa apporte une grande nutrition, mais en plus elle favorise le retour à l'eau potable. La poudre des feuilles de moringa contient des composés phytochimiques aux propriétés antiseptiques et détergentes que l'on utilise également pour l'hygiène des mains humectées. Cet arbre aux propriétés multiples est utilisé aussi bien pour ses feuilles, ses graines, ses fleurs, sa sève, son écorce et ses racines. Le fruit de l'arbre, lorsque les gousses sont jeunes et tendres, sont utilisées dans la cuisine traditionnelle en Inde. Les graines sont récoltées pour leur huile, qui est riche en acide bénique. Et les racines broyées sont utilisées comme condiment, riche en polyphénol, qui a un goût similaire au roquefort. Le moringa est désormais connu pour la valeur nutritionnelle contenue dans ses feuilles, utilisées fraîches, séchées ou en poudre. Il a une place de choix dans la plupart des programmes humanitaires luttant contre la malnutrition et les maladies associées, notamment chez les nourrissons et les mères allaitantes. Mais tout le monde gagne à l'utilisation de cette plante, notamment chez les sportifs, car elle booste les glandes surrénales et donc soutient l'effort et améliore la récupération, et également chez les personnes au régime végétarien, car elle est riche en acides aminés. Au niveau de sa composition, on peut difficilement faire mieux. Elle est riche en vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, en vitamines A, C, E, K, bêta-carotène. Au niveau des minéraux, elle contient du potassium, du calcium, magnésium, du fer, du manganèse, du sélénium et du zinc. Elle est également riche en acides aminés, dits essentiels, comme la leucine, l'isoleucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane et valine. Cette plante est riche en fibres comme toutes les feuilles vertes et elle apporte de la chlorophylle pour assainir le milieu intestinal. Elle possède également des dizaines de variétés d'antioxydants et d'électrolytes pour faire face aux toxines endogènes et exogènes, pour neutraliser les radicaux libres issus du métabolisme cellulaire ou résultant de notre alimentation. Le moringa s'attaque aux causes et aux effets de nos pathologies. Il nettoie et il renforce. En effet, il favorise la détoxination et l'élimination par son astringence pour faire bouger les fluides lymphatiques et ses propriétés diurétiques qui soutiennent les reins et l'appareil urinaire. D'autre part, il vient renforcer l'organisme par son aspect nutritionnel exceptionnel. En effet, il soutient le corps dans sa régénération en apportant des micronutriments aux cellules, aux glandes et aux organes du corps afin d'augmenter leur vitalité et le métabolisme en général. Toute maladie est une crise d'élimination, que ce soit sur les plans physiques, émotionnels, mental ou spirituel. Et pour construire sainement, il faut d'abord nettoyer. Car d'un point de vue chimico-biologique, on est ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on respire et ce que l'on met sur notre peau. Mais aussi ce que l'on se mange d'un point de vue émotionnel, émotions mal vécues ou non digérées. En tout cas, en Ayurveda, ces feuilles seraient utilisées pour aider à soigner plus de 300 maladies. Elles sont utilisées traditionnellement pour stimuler le système immunitaire, réduire la fatigue, faire baisser la pression artérielle
améliorer la digestion et le transit, renforcer les capacités cognitives et améliorer le profil lipidique, entre autres. D'un point de vue thérapeutique, le moringa renforce le système immunitaire, il permet de réguler les processus d'inflammation, est connu comme analgésique, réduit la douleur, décongestionne les reins et donc améliore la tension diastolique, aide à baisser la pression artérielle et protège le système cardiovasculaire en luttant contre la formation des plaques au niveau des artères, qu'elles soient calciques ou cholestériques, ce qui est lié en principe à la réduction du taux de cholestérol dans le sang, hypocholestérolémie, cholestérol, premier pompier du système, qui vient en fait soulager le corps contre l'acidose et l'état inflammatoire chronique en s'isolant dans l'espace interstitiel. Dans sa première fonction de précurseur d'hormones comme le cortisol, cela va permettre un meilleur contrôle des carbohydrates dans le sang, des sucres et de la cortisone qui justement régule l'inflammation précitée. Parallèlement à cela, il est connu pour faire baisser le taux de glucose dans le sang, hypoglycémie, régule la sécrétion d'insuline et participe à réduire la résistance à l'insuline, utile donc pour les diabétiques de type 2. D'ailleurs, renforce les glandes surrénales, donc amène une meilleure résistance au stress et à la fatigue. Il agit sur le foie également, avec une forte concentration de polyphénol dans les feuilles et les fleurs, et soutient l'alchimie du système dans ses fonctions de détoxination et de transformation des éléments en circulation dans le sang. Il favorise la digestion et donc doit avoir une influence sur le pancréas pour la sécrétion d'insuline également. Il est riche en fibres et aide le corps à maintenir un système digestif sain, évitant la constipation, notamment même par la relance du péristaltisme intestinal, lié à l'influx nerveux, aux neurotransmetteurs et donc au surrénal. Prend soin de la peau, riche en vitamine A et antioxydants. De toute façon, si ça nettoie le sang, la lymphe et tonifie les émonctoires, automatiquement, ça va s'améliorer au niveau de la peau. Renforce les dents et les os, en fait toutes les réserves de calcium. Il est riche en zinc, en calcium et autres minéraux. Là pareil, si on diminue l'acidose, on n'aura plus besoin de puiser dans les réserves d'électrolytes, de minéraux basiques de l'organisme. Dans le même genre, cela stimule la croissance des cheveux, aide à développer et renforcer les follicules pileux, améliore la vue, les fonctions cognitives en général. Il y a une étude actuelle sur l'Alzheimer et freine également la dégénérescence cellulaire au niveau des neurones. Donc, c'est sûr, dès qu'on améliore la microcirculation en luttant contre l'épuisement, par la production des neurotransmetteurs, la relance du système nerveux, généralement on obtiendra des bénéfices au niveau des extrémités et donc dans la partie cérébrale. Enfin, il présente des propriétés antiseptiques et antifongiques, utiles lors d'infections urinaires, digestives ou de la peau, lorsque l'on a un système lymphatique congestionné et donc rempli de déchets. Puis, il a des propriétés coagulantes et accélère la guérison des blessures, notamment dans la composition des feuilles, des racines et des graines. Voilà, donc je pense qu'on a mis une bonne dose là déjà. On peut constater qu'il y a de multiples vertus pour cette plante, pour renforcer l'organisme, pour le soutenir dans l'action au quotidien, pour l'aider à se nettoyer, à détoxiner. On a pu constater que c'est une plante vraiment intéressante d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue thérapeutique, autant pour les personnes fatiguées, en fatigue chronique, en burn-out, pour relancer les glandes surrénales, pour soutenir le système nerveux, pour limiter l'accumulation des toxines, des métabolites cellulaires dans le corps, et donc pour réduire l'acidose. Ça va être utile pour les sportifs également, pour les personnes âgées, pour les nourrissons, pour les femmes allaitantes, pour les végétariens. Et c'est quelque chose qui pousse très facilement dans les zones tropicales, dans les zones arides et sèches.
C'est un arbre qui s'acclimate aux conditions difficiles et qui possède une grande capacité de croissance, peut atteindre plus de 10 mètres de haut. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il donne beaucoup d'énergie. Il a une action positive sur le système nerveux, sur le système musculaire également, pour la récupération après un effort, et il soutient les reins dans la détox. C'était donc les différentes étapes de la production de poudre de moringa, depuis sa récolte jusqu'à sa réduction en poudre, en passant par le séchage à 30 degrés, basse température, pour préserver la qualité nutritionnelle, les oligo-éléments, les micronutriments, les vitamines, les enzymes, etc. À savoir que c'est un produit accessible à tous. L'arbre pousse très vite, comme je l'ai déjà expliqué. C'est simple, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Bonne journée à vous. Par contre, lorsque l'on observe le tableau de comparaison nutritionnelle entre les feuilles fraîches et la poudre des feuilles, on va observer que toutes les valeurs sont à la hausse dans la poudre des feuilles, ce qui est logique puisqu'il y a séchage, déshydratation et donc concentration des valeurs, concentration des nutriments, sauf pour la vitamine C qui passe de 220 mg à 17,3. Ça me paraît logique puisque c'est une vitamine qui s'oxyde très vite, notamment par le biais du séchage, même si c'est à basse température, et ensuite du broyage ou du mixage. Il y a également le cuivre qui passe de 1,1 à 0,57. À part ça, la poudre est logiquement toujours plus concentrée, voire largement concentrée, que les feuilles fraîches, ce qui en fait un complément alimentaire très intéressant, très pratique à saupoudrer sur les plats ou à manger directement à une petite cuillère, à mélanger à une boisson, dans un potage ou autre. Personnellement, j'utilise les feuilles fraîches, surtout dans les jus verts, ou alors en salade éventuellement, plutôt que en cuisson dans des thés ou des potages, pour conserver toute la valeur nutritionnelle et la charge électromagnétique de l'aliment. En ce qui concerne les questions sur l'absorption du fer ou non, sur sa biodisponibilité, on peut y répondre de plusieurs manières. Il est vrai que nous ne sommes pas une espèce herbivore, donc notre système digestif n'est pas adapté à consommer et à ruminer une grande quantité de cellulose chaque jour. On n'a qu'un seul estomac. Mais les feuilles du moringa sont plutôt fines et tendres, bien que riches en fibres. On suppose que la difficulté d'absorption du fer, selon certaines études, serait due à la présence d'inhibiteurs. Cela dit, la plupart des inhibiteurs sont présents dans les oléagineux, tels que les noix ou les graines. On parle d'inhibiteurs de croissance qui effectivement s'opposent à l'action enzymatique et donc à la digestion de ces produits. Ils sont très peu présents dans les feuilles vertes, qui elles sont faites pour vivre et interagir avec leur environnement à tout moment, contrairement aux graines qui, elles, ont une période et des conditions privilégiées pour germer. Secondo, s'il y avait réellement un problème avec le fer, on en trouverait également pour tous les autres micronutriments et oligo-éléments présents dans le moringa. Alors pourquoi se fixer sur le fer en particulier? Il suffit d'observer les résultats obtenus chez les personnes anémiées ou fatiguées pour être convaincu de l'efficacité de cette plante. En principe, on peut relever deux causes majeures à la mauvaise utilisation du fer dans l'organisme. Un problème au niveau des glandes surrénales, congestionnées ou épuisées, qui ne produisent plus suffisamment de minéralocorticoïdes, car celles-ci produisent 24 ou 25 corticoïdes spécifiques pour l'utilisation des minéraux dans le corps. On peut également suspecter la présence de Candida albicans, qui consomment le fer à notre place, notamment suite à une prise d'antibiotiques et la dysbiose qu'elle installe. Ou alors, on peut suspecter un encrassement des intestins avec une malabsorption au niveau de la muqueuse intestinale, qui fait que la micronutrition et l'énergie de la nourriture vivante sera mal reçue ou mal absorbée par l'organisme. Cela mérite donc une bonne détox pour décongestionner l'espace interstitiel au niveau des muqueuses intestinales ou pour éliminer les plaques mucoïdes au niveau du tube digestif. Le moringa, par son pouvoir astringent sur le système lymphatique et son action de régulation du transit et du microbiote, pourra aider à cela. Bien sûr, rien de tel pour l'accompagner
qu'une nourriture physiologique adaptée à l'espèce humaine et une hygiène de vie dans le corps et dans l'esprit. À la prochaine.